Bonjour à tous, je suis Rouaïda Ayash, une des associées d'Architecture Studio, et au nom d'Architecture Studio, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans nos bureaux pour cette table ronde et remercier tous les participants à cet événement, qu'ils soient connectés ou présents, et remercier particulièrement Elisabeth Laville, fondatrice d'Utopie, et Frédéric Myriel de Colliers International qui vont participer avec nous, Mariano Efron et Marie-Caroline Pio, pour débattre, discuter de la question des bureaux. Alors, pourquoi la question de bureaux? C'est un thème que nous avons voulu débattre à l'occasion de ces Journées nationales de l'architecture, parce que nous avons vraiment tous été très, très sollicités à ce sujet pendant cette année écoulée. Il se fait aussi en parallèle que nous avons livré plusieurs opérations de bureaux, dont l'immeuble de bureaux Somers à Buenos Aires, qui a eu le Grand Prix de la FEX, qui nous a été remis hier, aussi par Zoom interposé. Et cette question-là, où peut-être des tendances étaient déjà là avant la crise sanitaire, mais qui vont s'accélérer ou pas après la crise sanitaire, est l'un des sujets que nous voulions voir ce qui va se dessiner comme tendance future. Est-ce que nous pouvons encore prévoir à l'ère où l'incertitude fait loi? Nous inaugurons aussi la première séance des matinées d'AS. Donc les matinées d'AS, c'est un lieu de débat, un moment d'échange que nous voulons non seulement avec les architectes, mais aussi avec d'autres partenaires qui sont impliqués au même titre que nous dans l'évolution de l'architecture, de la ville, des différents lieux. Et c'est notre première matinée. L'idée de ces matinées, c'est qu'elles vont coller à des sujets en évolution. C'est-à-dire vraiment, la thématique, c'est le questionnement, en espérant bien sûr trouver des réponses. Donc, je passe la parole à Marion Mousset, qui est notre responsable communication et qui a fait des études d'architecture, donc qui est architecte de formation, pour vous présenter plus en avant nos intervenants et animer la table ronde. Bonjour à tous. Je vais présenter Elisabeth Laville. Donc merci beaucoup d'être là, Elisabeth. Elisabeth, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes diplômée d'HEC avant de travailler pendant quelques années comme planeur stratégie dans les publicités. En 1993, vous avez créé Utopie, qui a été de nombreuses fois récompensé et qui est un think tank et un cabinet de conseil leader dans les stratégies de développement durable en France. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages reconnus et votre dernier livre, Les marques positives, s'est vu décerner une médaille de l'Académie des sciences commerciales en 2020. Vous siégez à de nombreux conseils d'administration de plusieurs ONG et de fondations. Et vous avez créé le réseau Campus Responsable, qui est le premier réseau des grandes écoles et universités engagées dans le développement durable. Et ce matin, vous allez nous présenter le travail, les espaces de travail en tant qu'outil de stratégie et de management dans un monde post-Covid. On a le plaisir de recevoir également Frédéric Myriel. Donc Frédéric, vous avez fait une formation en gestion, marketing et accompagnement au changement. Et vous travaillez depuis quelques années vous avez travaillé quelques années dans le domaine de la communication avant de vous concentrer vers des projets de transformation d'environnement de travail en France. Vous développez alors une approche holistique des entreprises pour concevoir des environnements de travail propres à chacun de vos clients. Et donc, ce sont vos 25 années d'expertise qui vous amènent à diriger aujourd'hui les activités Workplace Consulting, Change Management et Recherche et Développement chez Colliers International France. Et aujourd'hui, vous allez nous présenter 5 scénarios prospectifs modélisant les évolutions impactant le secteur tertiaire en France. Donc, merci à vous. Et enfin, je souhaiterais vous présenter Mariano Efron et Marie-Caroline Pio, qui sont tous les deux architectes associés de l'agence Architecture Studio. Donc Marie-Caroline, vous avez particulièrement dirigé la réhabilitation du campus universitaire de Jussieu à Paris et également plusieurs projets en Chine où vous avez séjourné pendant 4 ans et où vous avez été la première directrice de l'agence Architecture Studio à Shanghai. Et aujourd'hui, vous êtes également enseignante à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Mariano, vous êtes diplômé de l'Université nationale de l'École d'architecture de Buenos Aires.
Cette dernière année, vous avez particulièrement eu à votre charge la direction de projets comme l'école de commerce Novantia à Paris, mais également beaucoup de projets de bureaux en France ou à l'international, comme notamment le siège de la Caisse d'épargne à Bordeaux ou encore le projet Summers à Buenos Aires, qui a reçu un prix donc hier. Et vous avez enseigné à l'université de Buenos Aires, à l'école polytechnique de l'université de Lund en Suède, ainsi qu'à l'ESA Paris-Vendeseine. Et vous allez nous présenter 10 propositions dans les espaces de travail à l'heure de la transition numérique et écologique. Mais avant cela, je vais laisser la parole à Elisabeth Laville, qui va débuter cette séquence. Merci. Alors à la question... quel bureau construire demain? J'ai l'impression qu'il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, j'étais frappée en préparant cette table ronde. Je repensais, nous, on a publié effectivement une petite note chez Utopie en 2015 qui s'appelle « L'espace de travail, un outil de stratégie et de management ». Et à l'époque, on avait écrit pas mal de choses et interviewé pas mal de gens sur la révolution en cours ou à venir dans les espaces de travail. Et je me souviens notamment qu'on avait fait un petit déjeuner de lancement de la note et il y avait une intervenante qui maintenant est chez Jones Lang LaSalle, je crois, et qui disait c'est sûr, dans 5 ans, donc 2020 ou 10 ans, le nomadisme sera la norme et le bureau sera juste un point de chute quelques jours par semaine pour des contacts un peu plus humains, un peu plus de collaboration, etc. Et le reste du temps, on sera la plupart du temps sur une présence virtuelle. Alors évidemment, à l'époque, ça paraissait un peu improbable en fait. Mais évidemment, on n'avait pas prévu le Covid ou la Covid. Donc ce qui est très frappant, c'est qu'aujourd'hui, finalement, la crise sanitaire a été finalement un accélérateur de ce qui nous était annoncé sur « Ah oui, bientôt tout le monde sera en télétravail et le bureau sera un endroit où on ira quelques jours par semaine seulement ». Alors, parce que les technologies, les digital natives, on n'avait pas prévu la crise sanitaire. Mais ça revient un peu au même. Et c'est pas le seul facteur. Il y a, par exemple, l'inversion du travail individuel ou collaboratif. Je crois que c'est dans des proportions 20-80 et ça s'est inversé en quelques décennies, en 1 ou 2 décennies. Donc tout ça fait que on n'a plus les mêmes bureaux qu'il y a 20 ans, c'est sûr. Mais le truc frappant, c'est que là, et même après la crise sanitaire, ou dans la crise sanitaire, parce que j'ai l'impression qu'on y est encore, ce qui me frappe, c'est que la dématérialisation du travail ne veut pas dire que les bureaux soient inutiles, au contraire. Ce que ça dit, en revanche, c'est que ça va changer le rôle du bureau et probablement son organisation spatio-temporelle, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir des bureaux qui fonctionnent un peu plus comme des tiers-lieux, en fait, où peuvent venir des gens de l'entreprise, mais aussi des gens de l'extérieur, justement avec l'idée de se retrouver, de faire des réunions, des séminaires, des ateliers de discussion, etc. On va avoir des bureaux organisés aussi, et ça avait déjà commencé, tout ça, mais en fonction des tâches qu'on doit accomplir. Donc les espaces pour se concentrer et réfléchir tout seul, les espaces pour débattre à plusieurs, des espaces pour décider. J'avais même vu des lieux pilotes qui disaient non, la décision, c'est un truc très particulier, donc il faut des salles particulières qui ne sont pas les mêmes que celles pour débattre, etc. Et donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la crise nous oblige plus encore à accélérer un peu la réflexion et la mise en pratique du bureau comme tiers-lieu, du bureau comme incubateur, du bureau comme lieu de service, du bureau comme centre d'apprentissage, qui est peut-être plus rapidement que ce qu'on avait imaginé, mais en tout cas très en phase avec ce qu'annonçaient les prospectivistes des espaces de travail il y a 10 ou 15 ans. Le deuxième point, nous, sur lequel on travaille beaucoup et qui me semble assez important, notamment la crise a aussi soulevé la question de l'aménagement du territoire, de la vie en ville, de quels services on a, qu'est-ce qui est produit localement, qu'est-ce qui n'est pas produit localement, et de la résilience des villes aussi, de la relocalisation de certaines activités. Et il me semble que les bureaux ont un rôle à jouer là-dedans. Nous, on a travaillé notamment pour le territoire de Plaine Commune, et c'était assez frappant de voir que c'était, en termes de production de richesse par tête, un des territoires qui produisait le plus de richesse en France et en même temps un des territoires les plus pauvres. Et donc il y a cette espèce de décalage qui est que la richesse produite sur le territoire ne profite pas aux habitants du territoire. Et donc les bureaux peuvent contribuer par leurs achats, déjà dans un premier temps, à rééquilibrer ça, à être une locomotive importante du développement de l'économie locale et de la fameuse relocalisation que tous les Français appellent de leur vœu, ou appelaient de leur vœu en tout cas au moment du déconfinement. J'avais sorti quelques petits chiffres en Île-de-France, les activités de conseil, communication, ingénierie et les sièges sociaux, sans compter la finance et les administrations qui en rajouteraient. Ça représente 800 000 emplois.
Donc, et avec des achats de 108 milliards d'euros. Donc c'est hyper conséquent et les bureaux peuvent jouer un rôle pour tisser des liens avec le territoire local, créer des synergies, favoriser l'économie circulaire, le réemploi, j'en sais rien, dans les chaises qu'on achète, les tables, etc. Tout ça pourrait circuler, travailler avec des chantiers d'insertion. Enfin, il y a plein de choses, de la construction à l'exploitation, aux services qui sont proposés, qui peuvent vraiment être stimulés dans l'économie locale par les bureaux. D'ailleurs, vous avez maintenant un certain nombre de... Je pense à une friche aux États-Unis, une friche urbaine qui s'appelle Brooklyn Navy Yard, où la foncière, qui est d'ailleurs une foncière associative qui gère le lieu, qui fait 370 000 m² de mémoire, s'est donné pour rôle de rassembler là des sièges sociaux de petites boîtes ou de grosses boîtes, mais avec une idée, c'est qu'il doit y avoir des synergies entre elles pour que globalement il y ait plus de production de richesse du fait d'avoir rassemblé ces gens-là dans cet espace. Donc ça amène à des stratégies différentes et les bureaux peuvent être aussi un espace, je rappelle, même chose Île-de-France, c'est 54 millions de mètres carrés, c'est juste énorme, peuvent et sans doute doivent être un acteur aussi de la ville fabricante. Vous savez qu'aujourd'hui les villes ont un taux d'autonomie complètement dérisoire sur tout ce qu'on consomme, 2% sur l'alimentaire, 3% sur tout ce qui est produit manufacturé. Je crois qu'Anne Hidalgo, à Paris, a l'objectif de passer à 50% d'autonomie de la ville, je ne sais plus, c'est 2030. En tout cas, les bureaux peuvent contribuer à ça, parce qu'ils ont de l'espace pour, j'en sais rien, accueillir des unités de recyclage sur place, selon ce qui est produit comme déchets. Pourquoi pas, évidemment, produire de l'énergie de manière autonome, avoir de l'agriculture urbaine sur les toits, etc. Ça, on en voit un peu plus. Installer des boutiques ateliers pour des artisans. Il peut y avoir plein d'espaces qui soient aussi ouverts sur la ville, ouverts sur le quartier, et qui finalement fassent aussi... on avait regardé ça, nous on a travaillé notamment sur le siège social d'Engie. Il y a moyen, par exemple, de choisir des services et des activités sur site qui correspondent aussi à ce qui manque dans le quartier. Ce qui va être utile aux salariés, par exemple, sur un gros siège social, mais qui correspond aussi à un besoin des habitants alentours. Dans le cadre du siège social sur lequel on a travaillé, c'était plutôt des supérettes, des médecins, etc. On peut aussi mobiliser l'offre locale, c'est-à-dire faire connaître aux salariés les lieux de vie ou les lieux de service sur le territoire, parce qu'évidemment, ça permet de faire en sorte que vous avez plein de gens qui viennent sur un siège social dans la journée, mais qui dépensent de l'argent dans l'environnement local, de manière à stimuler l'économie locale. Et puis, l'autre aspect, c'est qu'il y a moyen de mettre à disposition des espaces dans les sièges sociaux et les bureaux pour les habitants du quartier, pour les associations du quartier, pour les acteurs locaux, à condition... donc ça, c'est la mutualisation des espaces, mais à condition de les avoir conçus comme ça. C'est-à-dire qu'un parking peut très bien devenir un marché le week-end et un amphi peut très bien devenir une salle de spectacle, à condition qu'il ait été conçu avec cette possibilité en tête. Parce qu'évidemment, si l'amphi, une fois que vous accédez à l'amphi, vous accédez à l'intégralité des bureaux, c'est pas possible. Donc il faut qu'on ait d'autres accès, etc. Mais je pense que penser les bureaux avec cette ouverture sur l'extérieur, c'est évidemment très intéressant. Et le dernier point, en fait, en conclusion, qu'on avait développé dans l'étude, c'était vraiment cette idée que souvent on dit oui, les bureaux, alors ça va être le reflet de ce qu'est l'entreprise et sa marque, etc. Mais avec un regard un peu dans le rétroviseur, c'est-à-dire et nous on pense c'était un peu le sens de la note, que les bureaux sont aussi un outil de stratégie, un outil de construction de la marque, un outil de management. Ça fait évoluer le type d'espace de travail que vous créez, ça fait évoluer les relations entre les gens, ça fait évoluer le management, ça fait évoluer l'approche d'innovation, par exemple le fait d'être très ouvert ou pas, le fait de concevoir les bureaux, non pas avec des zones, comme je disais tout à l'heure, par service ou par département, mais pour que les services et les départements se croisent, qu'il y ait des frictions, qu'il y ait des interactions, etc. Ça fait concevoir les bureaux pour renforcer l'ancrage local de l'entreprise, que vous allez faire là où sont ces bureaux, mais vous pouvez le faire dans plein d'autres implantations que l'entreprise a, là où elle source ses matières premières, etc. Donc c'est hyper important de voir les bureaux comme un outil de stratégie et du coup d'avoir une stratégie pour ces bureaux. C'est-à-dire en gros de prendre le temps avant de se dire, de la construction à l'exploitation, comment on fait, souvent un siège social, si on prend des grosses entreprises, c'est un gros investissement, comment on pense ces lieux-là pour qu'ils nous fassent avancer, en fait, et pas juste qu'ils reflètent qui on est au moment où on s'y installe ou qui on sera dans 5 ans. Et donc, il faut une stratégie hyper cohérente de la construction à l'exploitation, au service, etc.
C'est pas toujours fait, je trouve. Vous avez sûrement Architecture Studio plus de vision que moi là-dessus, mais j'ai l'impression que aussi les gens se disent ah non mais ça, on va prendre du temps pour faire ça. J'ai l'impression que le temps qu'on consacre à ça, c'est évidemment du temps qu'on gagne après et de la valeur surtout pour les usagers et pour l'ensemble de l'écosystème. De la même façon, et ça sera mon dernier point, si on pense les bureaux comme ça, il n'y a pas que le résultat final qui compte, mais aussi la façon dont on va les concevoir. Donc le fait typiquement d'associer les corps de métier en amont dans la partie chantier, les usagers à la définition du lieu, etc. Ça fait aussi partie de même qu'on dit il faut une approche en coût global, cette vision un peu holistique dans le temps et dans l'espace des bureaux et dans les fonctions, est évidemment hyper importante. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Frédéric Myriel. Merci. Donc, pour cette question du bureau, quel bureau construire pour demain, c'est vrai que chez Colliers, on se l'est posé à la fin de l'année 2018, donc avant la crise que nous venons de traverser et que nous traversons toujours, parce que je pense qu'elle est toujours là. Et nous avons donc mené une étude prospective avec un cabinet, le cabinet Futurible, qui est vraiment spécialisé dans ce type de démarche. Pour se questionner sur finalement à horizon 2030, c'était notre cible, en France et dans le domaine tertiaire, je tiens à préciser que c'est dans ce domaine-là, comment va évoluer ce que nous on appelle plus volontiers l'environnement de travail, parce que finalement on parle bien de tout ce qui va fédérer, ce qui permet aux collaborateurs de mener sa mission dans l'entreprise. Donc effectivement, on le voit déjà à travers le nombre de variables que nous avons étudiées. On a sélectionné un certain nombre de variables qu'on voulait creuser, que l'on estimait avoir un rôle, un impact en fait sur l'évolution de l'environnement de travail. Donc il y a des choses qui sont directement liées effectivement à l'environnement de travail en tant que tel, comme les sujets de la culture de l'entreprise, comme les temps de travail, le télétravail dont on parle tant aujourd'hui, comme les enjeux de QVT dont vous faisiez allusion tout à l'heure. Voilà, après, il y a l'écosystème un peu plus large, comment vont évoluer les formes d'emploi, ça aussi, ça a une incidence sur la façon dont va évoluer l'environnement de travail, comment va évoluer la valeur travail, il se pose des tas de questions aujourd'hui sur ce sujet. Et puis, encore un peu plus largement, comment va évoluer l'habitat des ménages demain dans la France de demain, comment va évoluer la mobilité physique urbaine, etc. etc. Donc, on a regardé ces 17 variables. Sur chacune de ces variables, on a fait un certain nombre d'hypothèses d'évolution. Et ensuite, on a croisé ces hypothèses et on en a retiré 5 scénarios. On aurait pu en retirer beaucoup plus. Voilà, il y avait plein de possibilités. Mais voilà, il nous a semblé que ces 5 scénarios que je vais vous présenter rapidement étaient peut-être ceux qui nous semblaient questionner le plus, parce que bien évidemment on aimerait se dire qu'il n'y a qu'un seul scénario, mais il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs qui se dessinent, et donc après chacun est un peu caricatural, je l'admets, mais voilà, ça permet de voir quelles pourraient être les tendances. Ce qui est aussi frappant dans ces scénarios, ce qui nous a frappé nous avec l'arrivée de cette crise, c'est que finalement toutes les tendances, elles étaient là. Elles étaient sous-jacentes, on va le voir à travers les scénarios. Après, aujourd'hui, toute la réflexion à mener, c'est de savoir quelles sont celles qui vont se pérenniser et quelles sont celles, au contraire, qui vont finir par revenir en arrière. Entre autres, un des sujets dont on parle aujourd'hui beaucoup, qui est le télétravail. Voilà, je ne suis pas certaine que ça évolue peut-être dans les proportions qu'on imagine aujourd'hui. Enfin, voilà, nous, quand on côtoie beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de questionnements sur ce télétravail. Il y a beaucoup de questionnements aussi sur comment est-ce que je fais revenir les gens au bureau. Donc rapidement, ces 5 scénarios. Le premier scénario, donc, qui est le scénario du statu quo, alors qui était avant la crise, qui est finalement, si on continue comme on a commencé aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ? Donc avec une politique climatique peu volontariste, des centres-villes qui restent toujours des lieux très chers où il est difficile de se loger, où on va retrouver donc surtout des gens aisés, etc., et les familles en périurbain.
quand même des premiers départs vers la région. On voyait déjà quand même des gens qui commençaient à aller s'installer en région. Et le déploiement de la 5G aussi, un sujet qu'on a beaucoup regardé, généralisé sur le territoire. Donc du coup, ce qu'on voyait dans ce scénario, c'est qu'il y avait quand même toujours cette forte centralité à Paris et dans le Grand Paris, avec toujours une organisation dans les entreprises très hiérarchique, et puis un télétravail qui évoluait à 35% pour l'ensemble des salariés et qui restait assez modéré de 1 ou 2 jours par semaine. Et donc en termes d'environnement de travail, d'espace de travail, de bâtiments, effectivement, il y avait quand même une évolution des bâtiments vers quelque chose de plus vertueux, un peu plus de recherche, de respect de l'environnement. Et le siège restait vraiment toujours le lieu, la vitrine, le lieu que l'on organisait pour attirer les personnes, avec toujours ce sujet de l'optimisation à tout prix. L'optimisation du nombre de mètres carrés, etc. Et donc, on y accueille plus volontiers les professions à forte valeur ajoutée. Et ce qu'on voit, et ce qu'on voit déjà quelquefois, on va mettre tout ce qui est fonction de back-office, etc., plutôt un peu plus éloigné des centres-villes et dans des lieux où le coût du loyer va être moins onéreux. Voilà. Et puis dans ce scénario, le coworking reste une soupape de flexibilité, ce qu'on voit un peu déjà aujourd'hui, avec, on estimait, nous, à 50% de grandes entreprises qui pourraient utiliser les espaces de coworking comme souplesse dans la façon de gérer leur immobilier. Le deuxième scénario, qui est celui de les vertus de la transition énergétique. Dans ce scénario, en fait, le point de départ, c'est de se dire qu'il y a une prise de conscience, un sursaut généralisé de l'urgence climatique. Donc, tout le monde s'y met, les individus, les collectivités, l'État, etc., pour que les choses soient faites, pour que on prenne en compte ce sujet partout. Donc, il y a des normes et des réglementations ambitieuse, on va vers des quartiers avec une mixité d'usage, la 5G est généralisée, mais dans ce scénario, on a estimé qu'il y avait un usage assez raisonné de la part des personnes. Il y a toujours ce sujet sur jusqu'où on va aller dans l'acceptation en fait du traitement des données individuelles. On est beaucoup dans des entreprises où on est dans une organisation apprenante, avec une démocratie d'entreprise. Dans ce scénario, on estimait que 60% des salariés étaient dans des entreprises de ce type. Et dans ce scénario, le travail n'est plus non plus une valeur essentielle. On commence à voir beaucoup de personnes qui vont travailler 4 jours dans une entreprise, toujours en CDI, parce que le CDI reste quand même le Graal, mais qui vont avoir une activité à côté, soit associative, soit dans une autre entreprise, voilà, pour avoir un meilleur équilibre entre sa vie personnelle et la vie professionnelle. La région parisienne prime toujours dans ce scénario. Ce qui change beaucoup, c'est qu'on a vraiment des bâtiments vertueux où on va beaucoup travailler sur la réversibilité des bâtiments, le fait qu'ils soient complètement gérés en BIM fait qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout des possibilités de gérer leur enjeu climatique. Et en termes d'environnement de travail, on est dans quelque chose de très sobre, où on va beaucoup utiliser de mobilier récupéré, etc. Et on va rajouter à tout ça des tiers-lieux à proximité du domicile pour toujours permettre aux collaborateurs d'éviter les longs déplacements, puisque dans ce scénario aussi, un des sujets, c'était de se dire, finalement, on va aussi beaucoup prôner les mobilités douces, et donc le fait de pouvoir éviter de se déplacer trop. Troisième scénario qui s'appelle donc prendre un nouveau départ vers les territoires. Donc dans ce scénario, c'est vraiment avant tout la recherche par nous tous d'une meilleure qualité de vie. Donc les loyers sont trop chers, il y a trop de voitures dans les centres-villes, ras-le-bol. Donc on s'en va en région pour trouver une qualité de vie qui soit meilleure. En revanche, dans ce scénario, on a estimé que la 5G ne se déployait pas partout en France, donc il y a quand même une centralité qui reste valable dans les grandes métropoles, mais le maillage des entreprises se répartit beaucoup plus en France.
On a beaucoup de défiance vis-à-vis des entreprises. Dans ce scénario, on estimait que l'intelligence artificielle avait détruit beaucoup d'emplois. Il n'y avait pas eu d'anticipation, donc beaucoup de gens qui se retrouvaient en dehors de l'entreprise, et donc beaucoup de personnes qui étaient plus dans un système là aussi de slashing, c'est-à-dire j'ai un emploi, mais j'ai aussi une multitude d'autres activités pour réussir à m'en sortir avec une progression de l'emploi indépendant, enfin, du travail indépendant. Voilà. Et donc là, c'est vraiment l'entreprise qui suit le mouvement. Donc on voit les entreprises se répartir dans le territoire. On n'a plus vraiment de siège social dans ce scénario, voire même il disparaît. Mais on a des hubs pour les entreprises qui peuvent être des hubs propres à l'entreprise, mais aussi dans des espaces de coworking. Et donc c'est aussi un scénario où le coworking se développe énormément, avec aussi l'arrivée du co-living, puisque quand on vient travailler dans l'entreprise, de temps en temps, on a besoin de se loger. Voilà, donc c'est vraiment... et là, on est vraiment dans l'espace flexible au maximum. Et ensuite, le scénario 4, qui est lui, alors, sans doute pas le plus drôle, je préfère le dire, qui est celui des castes digitales et fractures territoriales. Donc, dans celui-ci, il y a une prise de conscience de l'urgence climatique, mais qui est portée par l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui met des contraintes pour qu'on respecte un certain nombre de normes. Donc, les transports deviennent très élevés. On pousse les entreprises à transformer leurs bâtiments de façon à travers les lois et les réglementations. Enfin voilà, tout est subi. Et donc, dans ce scénario, on a aussi les entreprises qui sont toujours à la recherche de plus de performance. C'est vraiment leur leitmotiv. L'intelligence artificielle détruit beaucoup d'emplois. Donc, à la limite, l'entreprise, elle est en train de devenir plus une plateforme collaborative virtuelle plus qu'un lieu. Voilà, on est vraiment dans l'ère du tout digital, tout numérique, etc. Et on a vraiment une grosse distinction entre ceux qui réussissent à avoir un CDI et qui sont voilà, les emplois aux plus fortes valeurs ajoutées qu'on va pouponner, etc., à qui on va donner des merveilleux espaces de travail, et puis à côté, les autres qu'on va mettre, j'allais dire, dans des usines tertiaires, un peu plus loin des centres-villes. Et donc, dans ce scénario, on a vraiment des bâtiments, un immobilier très variable selon l'endroit où il se situe. C'est pas le plus drôle des scénarios, mais il fallait le faire. Et quelquefois, il y a des moments où on se demande s'il finirait pas par arriver. C'est vrai que dans la crise qu'on traverse aujourd'hui, on voit bien que ça crée aussi des fractures entre les personnes. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Voilà. Et donc, il y a aussi dans ce scénario un fort développement du coworking, puisque l'entreprise étant très, très attachée à sa performance, à son optimisation, va gérer les évolutions à travers les espaces de coworking. Et puis, pour finir, le 5e scénario, qui est celui de la dépendance technologique et de l'indépendance professionnelle. Donc là aussi, il y a une mobilisation forte autour du climat qui se fait, mais plutôt à l'échelle des collectivités locales. Et donc, c'est dans ce scénario que on va avoir beaucoup de travail au niveau des écoquartiers, des mobilités douces, etc. La 5G reste avec un déploiement limité, donc on est quand même encore très centralisé dans les centres des métropoles. Et il y a toujours une certaine défiance vis-à-vis des grandes entreprises surtout, et un choix des salariés d'aller plutôt vers des petites entreprises où ils vont être plutôt dans des choses à taille humaine, où ils se retrouvent plus, il y a plus de sens par rapport à ce qu'ils souhaitent faire, et puis aussi beaucoup plus de travailleurs indépendants. Donc, ce qui veut dire que la grande entreprise, elle réagit, puisqu'elle va être obligée d'être de plus en plus en interaction avec les PME pour pouvoir évoluer. Elle a de plus en plus de mal à attirer. Donc, pour mener à bien sa mission, eh bien, elle va faire appel à des PME. Et donc, il y a un rapport en fait, qui s'inverse, où c'est plus la PME qui décide finalement avec qui elle a envie de travailler.
ou TPE même, et l'indépendant également, plutôt que la grande entreprise. Voilà. Donc ça change ce rapport. Et du coup, en termes d'immobilier et d'environnement de travail, on va avoir quelque chose de beaucoup plus, là encore, dispersé, en se disant les grandes entreprises restent toujours dans le centre des métropoles et les TPE et les PME vont plutôt aller vers les régions, etc. Et donc, on a un immobilier qui devient beaucoup plus des petites surfaces, ou alors, pour les PME qui vont chercher peut-être à retrouver des immeubles où elles vont retrouver un certain nombre de services, d'avoir des immeubles à multi-activités, multi-services, etc. Une espèce d'éco-quartier recréé à ce niveau-là. Donc voilà, et la grande entreprise reste toujours l'immeuble un peu vaisseau qui va attirer. Donc voilà, à travers ces 5 scénarios, on voit bien qu'il n'y a pas une réponse en fait à l'évolution du bureau de demain, mais parce que tout ce qu'on voit à travers ces scénarios, finalement, c'est toujours là. Alors on est en train de remettre à jour cette étude, de se repencher sur un certain nombre de variables pour voir comment elles vont évoluer là dans les mois à venir. Enfin, on essaye de se projeter, là, encore une fois. Je pense que malgré tout, dans l'intitulé de la conférence, c'était évolution, mutation. Je pense qu'il va y avoir quand même une mutation. On est moins dans l'évolution. Jusqu'où ira cette mutation? Je pense que la question reste quand même encore assez entière. Je disais tout à l'heure que quand même, moi, dans ce que j'entends autour de moi, le télétravail reste quand même encore un gros sujet de questionnement. Enfin voilà, il y a pas mal de sujets où on voit qu'on hésite encore à évoluer. Donc l'environnement de travail, mais on y reviendra peut-être un peu plus longuement tout à l'heure. Voilà, il va évoluer, mais voilà, à quelle vitesse, la question reste entière. On va se la poser effectivement par la suite. Mariano, je vous laisse présenter donc 10 propositions à l'heure de la transition écologique et numérique. Pour commencer, pour illustrer ces 10 propositions, nous allons partir de 6 bâtiments qu'on a livrés dans les dernières années, comme par exemple le bâtiment Summers à Buenos Aires, les Palazzo Meridia à Nice, le siège social de Picard à Fontainebleau, le siège social des Schindler à Vélizy, la restructuration du 38 avenue Kléber à Paris et le siège social de la Caisse d'épargne à Bordeaux et le bureau Pergamine à Zurich. Donc, Architect Studio, nous sommes un groupe et notre architecture est née des rapports entre les groupes et les contextes. Aujourd'hui, notre contexte est profondément conditionné par la révolution numérique et par la transition écologique. Et pour être contemporain, aujourd'hui, un bâtiment doit rompre avec un paradigme moderne, un paradigme signé par l'exploitation des ressources, surtout des ressources naturelles. Et donc, le Covid a été de quelque manière, comme les intervenants ont dit, un catalyseur, mais elle introduit une autre variable, que c'est la variable de la contamination dans un espace où les contacts est de plus en plus nécessaires. Quelles sont ces propositions? La numéro 1, très importante, revaloriser les lieux. Dans un monde qui devient de plus en plus virtuel, le travail des conceptions architecturales est de mettre en valeur le lieu. Mettre en valeur le lieu, c'est mettre en valeur la relation entre l'humain et les sites. De rendre les sites particuliers, de rendre les sites uniques pour mieux vivre. Donc par exemple, à Buenos Aires, dans un site anodin, dans un site bordé par des murs pignons, dans un site complètement comme on trouve des milliers, un bâtiment établit un rapport harmonieux avec les bâtiments voisins à travers des courbes tangentielles. Ces courbes vont permettre de générer des façades dans des endroits où il y avait des pignons. Des façades cristallines remplacent les pignons aveugles. À Paris, par exemple, cette terrasse, c'est un espace de convivialité dans les bâtiments de l'avenue Kléber qui ouvre la relation de l'usager, la relation de la personne qui travaille avec les grands paysages parisiens. À Bordeaux, le poste de travail est toujours en contact avec la Garonne. Numéro 2, rétisser des liens.
dans ce monde qui encourage l'individualisation, l'importance du travail, c'est de retisser des liens sociaux. Donc, des espaces de circulation, des espaces de connexion sont deux lieux où on bâtissait tous ces activités, comme par exemple, et vont permettre d'émerger les idées créatives. Comme par exemple à Buenos Aires, les circulations sont conçues comme un véritable périscope. Un périscope éclairé naturellement, ouvert sur la ville. Cet périscope va permettre une promenade éclairée, une promenade de plaisir pour mettre en contact toutes les personnes qui travaillent dans les bâtiments. À Nice, les plateaux s'ouvrent vers des terrasses. Ces terrasses, en contact avec les climats méditerranéens, vont être un endroit de contact, un endroit de friction, où les personnes vont se rencontrer, vont prendre du plaisir et se connecter. À Bordeaux, nous avons réalisé un espace qu'on appelait des éco-pockets, que c'est un des espaces bioclimatiques qui reliaient verticalement les bâtiments. Il était toujours en contact avec une cafétéria, avec un espace de rencontre. Un jour, en discutant avec un des directeurs, il m'a dit Mariano, vous savez que c'est très impressionnant, on s'est obligé à prendre les cafés toujours dans cette place, tout le monde se rencontre. Et c'est ainsi qu'on s'est rendu compte qu'on a réduit les emails internes de 30% dans la boîte. Réduire l'empreinte environnementale. Si bien les paradigmes modernes étaient liés à l'exploitation des ressources, aujourd'hui on est très préoccupé pour réduire l'empreinte environnementale de nos bâtiments. Et il y a beaucoup de méthodes de calcul, il y a beaucoup de méthodes d'évaluation, et nous prenons soin à chaque bâtiment, essayer de chercher la manière de réduire l'emprise environnementale de nos bâtiments. Donc, par exemple, on a une démarche très simple, traditionnelle à Zurich, donc que c'est la démarche traditionnelle. Les bâtiments se protègent du soleil, son apparence change. Une démarche de décarbonation à Nice, on a construit un bâtiment avec une structure bois qui permet de décarboniser dans un bâtiment de 9 étages tous les processus de construction. À Bordeaux, on utilise une démarche plutôt physique. C'est une peau très performante qui permet de bien isoler les bâtiments pour permettre à des bureaux avec des bétons apparentes restituer l'énergie thermique et l'énergie frigorifique stockée tout au long de l'année. Et à Buenos Aires, on a travaillé sur une démarche paramétrique à partir d'un mapping des apports solaires. Nous avons conçu une façade qui permet de filtrer 74% des apports solaires. 4. Everlasting, ever-changing. Nous concevons nos bâtiments comme des systèmes très simples. Une approche plutôt minimaliste, c'est plutôt un élément minimal, un élément unique qui se répète de manière donnée, de la même manière identique, pour mettre en valeur les passages du temps. Donc, par exemple, à Buenos Aires, cette peau peut s'ouvrir et se fermer en été et en hiver, ou même pendant la journée, elles peuvent s'ouvrir pour générer des atmosphères différentes, pour des situations de travail différentes. Comme on a expliqué, les stores à Zurich vont marquer tous les jours le passage du temps. Et à Nice, une récit est très simple, est mise en valeur par la lumière. Cette récit marque la frontière entre le jour et la nuit. Back to nature. Back to nature. Le paradigme moderne nous a mené à une forte dichotomie entre homme et nature. Aujourd'hui, nos bâtiments doivent nous permettre d'établir une relation, rétablir cette relation avec la nature. Dans les projets du siège des Picard à Fontainebleau, tout notre travail a commencé par retisser les liens de la forêt de Fontainebleau et les bâtiments, et permettre d'inclure la forêt à tout moment dans toute relation que toute personne a avec les bâtiments. À Buenos Aires, à l'ère de la transition
à l'ère de la révolution numérique, nous travaillons avec nos ordinateurs et nous sommes libres de travailler où nous voulons. On peut travailler bien à l'intérieur ou à l'extérieur, protégé par cette double peau, et être en contact avec les éléments naturels. Et à Bordeaux, des terrasses généreuses s'ouvrent vers les paysages, vers la Garonne, vers le ciel, vers les vents. Les travail en équipe. Nous, Architecture Studio, depuis l'origine, nous travaillons en groupe. Et notre travail est organisé à partir des projets. C'est ainsi que nous avons appris à nous organiser. Et cet apprentissage nous a amené à penser que tout travail d'entreprise peut être organisé selon ses propres besoins. Les équipes s'organisent comme ils doivent s'organiser. Les plans n'existent pas préalablement. Donc, par exemple, à Bordeaux, le travail est organisé à partir de différentes manières. Toute personne a un poste attitré et il était préparé pour une dématérialisation du travail complète. Mais ce qui est intéressant, c'est que les postes s'organisent selon la manière de travailler, ce qui permet d'avoir un contact entre départements, entre équipes de travail qui travaillent de manière particularisée, et chercher des espaces de contact et des espaces beaucoup plus privés, beaucoup plus confidentiels. Chez Schindler à Vélizy, les postes de travail s'organisent autour des noyaux en bois, des noyaux en bambou, et ces postes de travail vont générer des espaces multiples et très différents, mais l'attitude du poste de travail est de générer une situation d'appartenance, de générer une situation domestique où chaque personne se sent chez soi en travaillant. Efficacité, plaisir. Donc, efficacité et plaisir ne sont plus antinomiques dans le monde du travail. Donc, nous abordons des sujets de manière très différente. Par exemple, à Nice Meridia, on a laissé apparente le bois à l'intérieur. Le bois, cette matière naturelle, cette matière respirante, permet à l'usager des rapports polysensoriels qui génèrent une forte sensation de confort tout au long de la journée. Et à Buenos Aires, la possibilité d'avoir des temps forts de concentration sont alternés avec la possibilité d'avoir des espaces de confort, des espaces de plaisir dans des terrasses ouverts sur une nature des pampas et insérés en toiture. La résilience, peut-être c'est un mot grand, mais on pense que nos bâtiments pour durer très longtemps. Leurs vies vont dépasser notre propre existence. Donc ce sont des bâtiments qui doivent s'adapter à se préparer au changement futur. Donc des situations très simples comme un bâtiment très modulaire comme celle de Bordeaux permet d'envisager des multiples réorganisations spatiales dans ce même système. Ce qu'on a fait à Fontainebleau, c'est à partir des plateaux très simples, on a généré des partitions, des possibilités de partition des bureaux, mais on a généré une situation d'hybridation où on peut générer des travaux en bureau et l'étendre à des futurs laboratoires. À Nice, un espace tertiaire en bois peut se transformer grâce à des terrasses très généreuses dans un bâtiment de logement. Et à Zurich, ce qu'on a vécu, c'est qu'on a commencé un projet pour un bâtiment tertiaire. Cet bâtiment tertiaire, aujourd'hui, est devenu une école de formation paramédicale. Et les sujets qu'on a évoqués, que vous avez évoqués précédemment, c'est attirer les talents. C'est un problème central aujourd'hui pour notre travail, pour le travail de toutes les entreprises et de toutes les institutions. Et c'est une entreprise doit pouvoir exprimer l'éthique et l'identité de l'entreprise. Donc, à Bordeaux, l'identité est exprimée à partir de la transparence et la solidité de la banque. Mais c'était très intéressant l'exemple de Fontainebleau,
de Picard, où la société a décidé d'exprimer en façade exclusivement les espaces de convivialité. Et à Schindler, l'atrium en bambou est une vitrine pour mettre en valeur les savoir-faire de Schindler avec ses ascenseurs. Au-delà du paradigme, les paradigmes modernes étaient signés, comme Frédéric disait de quelque manière, pour l'efficacité et l'optimisation. Aujourd'hui, l'outil informatique nous permet de simuler les comportements de nos bâtiments. Et ce qu'on va essayer de faire, et ce qu'on essaye de faire à chaque instance, c'est, par simulation, établir un nouveau rapport avec la nature d'équilibre. Donc c'est ainsi que, par exemple, le paradigme disait, pour un bâtiment à basse consommation, à Bordeaux, la peau devait être 30% transparente et 70% opaque. Nous avons démontré avec des simulations qu'un bâtiment pouvait consommer moins s'il était 70% transparent et 30% opaque pour pouvoir permettre de profiter de l'éclairage naturel tout au long de la journée. À Nice, dans les Palazzo Meridia, à partir des calculs pointus structurels, nous pouvons simuler les comportements de la structure et permettre la décarbonisation à partir d'une structure bois. Pour finir, notre travail est de générer des espaces généreux, des fois au-delà de la commande, comme par exemple ces espaces de convivialité à Fontainebleau, l'atrium de Schindler, les éco-pockets de Bordeaux, les terrasses de Nice, ou les balcons où on travaille à Buenos Aires, des espaces qui n'existaient pas dans la commande, mais des espaces qui permettent d'imaginer qu'il y a un futur pour trouver de nouvelles manières de travailler et vivre les espaces de travail. Merci à tous les trois pour la diversité de vos regards. Donc, lors de nos différentes réunions préparatoires, on a évoqué plusieurs notions qui ont été un petit peu saillantes dans nos discussions, et notamment une notion qui est la notion de l'hybridation, que ce soit dans les espaces à la fois physiques mais également virtuels. Et je voulais laisser la parole à Frédéric Myriel sur ce sujet. Pour vous, qu'est-ce qu'évoque cette notion d'hybridation ? Alors, la notion d'hybridation, effectivement, on en parle beaucoup aujourd'hui. On parle beaucoup du travail hybride. Alors effectivement, il y a une première notion qui est comment est-ce qu'on arrive à gérer ce bon équilibre entre le travail à distance et le travail en présentiel. C'est un peu ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans le discours ambiant. Mais c'est vrai que pour nous, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup et qui a une incidence sur la façon dont vont évoluer les environnements de travail, parce que finalement, travailler de façon hybride, tout en continuant à améliorer la performance de l'entreprise, garantissant un équilibre vie professionnelle, vie personnelle, c'est vraiment un enjeu fort pour les entreprises. Mais je pense que ce sujet de l'hybridation, il questionne aussi l'immobilier de l'entreprise, qui à mon avis change de paradigme demain, puisqu'il ne s'agit plus uniquement de penser bâtiment, mais de penser finalement dotation en environnement de travail pour le collaborateur. C'est à la fois les locaux de l'entreprise, c'est à la fois son domicile, c'est à la fois les tiers-lieux, c'est à la fois peut-être tous les lieux de la ville où il peut se poser, ou de la campagne d'ailleurs, où il peut se poser pour travailler. Donc l'hybridation, elle est aussi dans la façon dont on répond à ce sujet de comment j'accueille finalement mes collaborateurs dans mon entreprise. Donc c'est aussi ce sujet de l'hybridation. Et puis, autour de ce sujet de l'hybridation, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez fondamental, qui sont le sujet du choix et de l'autonomie. C'est-à-dire que ça pousse encore un cran plus loin. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus dans les entreprises, on met des espaces qu'on va choisir en fonction de ce que l'on veut faire. Est-ce que
des espaces pour se concentrer, pour travailler à plusieurs, etc. Certes, ça c'est quelque chose qu'on voyait déjà arriver de plus en plus, mais maintenant ce choix il va au-delà. C'est finalement, est-ce que je choisis de travailler chez moi, ailleurs, à la campagne, etc. Donc, et ça va avec l'autonomie, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez suffisamment d'autonomie pour pouvoir décider du lieu où vous voulez travailler. Donc il y a ces trois notions donc, d'équilibre, de changement de paradigme, de choix et d'autonomie. Et puis, à mon avis, il y a aussi un sujet assez profond qui est cette hybridation. Elle va aussi re-questionner le rapport manager-collaborateur. Nous, on travaille beaucoup sur ce sujet en ce moment et on estime que on va moins être... Alors, le travail collaboratif reste au cœur, mais c'est peut-être moins le sujet de l'équipe qui va être au cœur de nos réflexions et plutôt un sujet de communauté. Et on va plutôt être là sur une animation de communauté et donc un environnement de travail complètement différent, puisqu'il faut pouvoir se reconfigurer sans arrêt en fonction de ces organisations qui sont très mouvantes, de communautés, qui peuvent être des communautés par métier, qui peuvent être des communautés par niveau dans l'entreprise, il y a des tas par expertise, enfin voilà, vous pouvez avoir des tas de communautés. Et donc du coup, ça re-questionne à la fois le rôle du manager, mais aussi le rôle du collaborateur. C'est-à-dire que je pense qu'on sort d'un rapport hiérarchique entre le manager, de plus en plus hiérarchique entre le manager et les collaborateurs, et on va demander de plus en plus à chacun de contribuer à la vie de l'entreprise et à la vie de ces communautés. Voilà, donc nous, c'est toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui et qui ont bien évidemment une incidence sur l'environnement de travail, c'est-à-dire qu'au-delà de savoir si on est dans le collectif, l'individuel, etc., c'est de savoir, effectivement, vous l'évoquiez tout à l'heure, Elisabeth, est-ce que finalement on a encore besoin d'aller dans un espace d'équipe ou est-ce qu'on n'a pas plutôt besoin de trouver le bon espace au bon moment pour soutenir la collaboration dont on a besoin à un certain moment. Donc c'est toutes ces questions qui se reposent aujourd'hui dans l'environnement de travail qui va se questionner beaucoup. Il y en a plein d'autres, mais voilà, ça me semblait important de déjà partager avec vous ces 4 points. Je ne sais pas si l'un de vous veut réagir. Oui, cette notion d'hybridation, elle est très parlante pour nous. On ne l'avait pas forcément exprimée comme ça, mais lorsqu'on parle également d'espaces tertiaires qui sont intégrés dans des programmes plus vastes, comme des universités, des usines, des hôpitaux, où on a constaté aussi récemment des mutations dans ces espaces. Donc, par exemple, pour prendre l'exemple des hôpitaux, les bureaux étaient auparavant répartis au sein de chaque spécialité. Aujourd'hui, un travail de concertation avec les médecins et la CME nous a amené à réaliser sur le futur hôpital de Pointe-à-Pitre un espace tertiaire qui est regroupé en position centrale, donc qui favorise les échanges entre les personnels soignants de différentes spécialités. Ça permet d'offrir un mode de travail hybride avec une qualité de vie au travail qui est semblable à des espaces tertiaires plus classiques sur un plateau qui est non médicalisé pour souffler, se ressourcer, se concentrer, ce qui n'existait pas vraiment dans l'hôpital actuel où tout est dédié aux services médicalisés. Ça permet aussi, et c'est le deuxième aspect du terme hybridation qui nous paraît très intéressant dans ces programmes mixtes, de faire se rencontrer des professionnels de champs disciplinaires différents qui, lorsqu'ils sont au sein de leur service, forcément ne vont pas se croiser aussi facilement, afin de favoriser l'hybridation des savoirs. Donc ce terme d'hybridation des savoirs, il nous avait été annoncé par le président de l'université de Jussieu, Jean Chambaz, lorsqu'on avait fait le projet du campus, et c'était le point d'orgue de la réflexion sur ce projet. Dans le projet du campus de l'ESSEC qu'on est en train de réaliser actuellement, des espaces de générosité ont été créés au sein de la tour de la recherche, donc qu'il appelle la Green Tower. Et donc, on a créé des espaces non programmatiques en utilisant les escaliers, les espaces de circulation, de terrasses. Un petit peu comme à Buenos Aires, on a des espaces non chauffés qui sont entre l'intérieur et l'extérieur et qui sont organisés à la manière d'un arbre qui vient relier l'ensemble des départements de la tour en offrant des espaces d'échange, de repos et de convivialité pour les chercheurs des différents domaines et pour permettre cette hybridation des savoirs. Merci. Elisabeth, vous voulez ajouter un mot sur cette notion? Oui, mais j'ai en fait un tout petit peu, parce que ça rejoint beaucoup ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire il y a l'idée que
finalement, ce n'est pas une vision monolithique de l'espace de travail, mais qu'il y a plusieurs fonctions et que c'est à la fois un lieu, entre guillemets, fermé pour que les équipes d'une entreprise se retrouvent de temps en temps, dans un contexte où quand même elles sont parties pour passer de plus en plus de temps, enfin, faire de plus en plus de télétravail, même si le télétravail, il ne faut pas idéaliser ni ce qui se passait avant, ni ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire que le télétravail pose plein de questions qui sont des nouvelles questions, notamment chez les plus jeunes, la relation, enfin chez les plus jeunes en particulier, mais pas que, la question de la relation collective, de la fierté d'appartenance, de l'appartenance au collectif. Elle va se reposer autrement. C'est comment on anime la communauté des salariés d'une entreprise quand, en fait, comme chez nous en ce moment, ils se voient une semaine sur 4 et encore pas tous. Donc évidemment que ça change et cette question de l'appartenance va être vitale. Donc effectivement, il n'y a plus de vision monolithique. C'est à la fois un lieu fermé pour que les gens d'une entreprise se retrouvent et créent ce sens du commun et du collectif, et en même temps un espace de coworking où, après tout, puisque les salariés d'entreprise eux-mêmes vont bosser ailleurs, on peut imaginer que l'entreprise elle-même aménage ces espaces de manière à accueillir d'autres acteurs de son écosystème, comme au moins partiellement un espace de coworking. Et puis la question et c'est très en lien avec la stratégie d'innovation, ce que je disais tout à l'heure, le fait que les entreprises soient plus fermées mais ouvertes vers l'environnement, le quartier, etc., accueillent d'autres acteurs, j'en sais rien, des agriculteurs urbains, des gens qui font des artisans qui travaillent le numérique, etc. Ça va aussi frictionner avec les savoir-faire de l'entreprise et amener d'autres choses. De la même façon que, alors clairement dans les campus, mais aussi dans les entreprises, la question de l'hybridation des savoirs, la façon dont on cultive l'interdisciplinarité se pose. C'est-à-dire c'est plus le marketing dans un coin, la compta ailleurs et la production encore, ou la qualité encore ailleurs. La question c'est comment on fait que ces gens-là se parlent. On sait très bien, alors ça, dans les entreprises, sur les innovations, je crois qu'il y avait une étude sur les prix Nobel qui a montré que 90% des idées qui avaient donné matière ensuite à un prix Nobel n'étaient pas du tout venues au bureau, mais plutôt dans les couloirs, à la cafette, en discutant avec quelqu'un d'autre. Donc comment on recrée ce truc-là? Dans les campus, c'est très marquant, parce qu'avant, il y avait le bâtiment des sciences, le bâtiment des humanités, etc. Enfin, encore avant, il y avait le quartier latin où tout le monde se mélangeait, en fait. Et puis, à un moment, on a refait des campus très loin où ils ne se mélangent plus. Les ingénieurs sont à Saclay, d'autres sont ailleurs. Et la question, c'est comment on refait à nouveau ce mélange, parce que la complexité des problèmes qu'on doit résoudre aujourd'hui, si vous prenez le climat, il y a des aspects très tech et il y a des aspects très soft, plus sociologiques, plus liés à la solidarité, à la résilience, qui demandent cette hybridation des savoirs. Et on ne pourra pas résoudre ces problèmes-là de manière convaincante, comme tous les problèmes d'ailleurs qui se posent en ville, si on n'a pas cette mixité des savoirs. C'est un énorme sujet globalement, sur la façon dont pas que dans les bureaux, dans les campus, mais un peu partout. Mais justement, pour rebondir sur cette notion d'appartenance, ou en tout cas d'ancrage à un écosystème, Mariano, la question de l'ancrage des projets de bureaux dans la ville, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez réagir? Oui, mais j'ai pensé qu'on pouvait la connecter... Le micro. Oui, certainement, mais j'ai pensé qu'on pouvait la connecter même avec l'idée d'hybridation. Donc, et aujourd'hui, on se rend compte qu'en face des différentes entreprises ou des institutions, comme Marie-Caroline parlait des bâtiments tertiaires, des espaces tertiaires dans des centres de recherche ou des centres d'éducation, des universités, on voit que ce qu'on doit faire en tant qu'architecte, c'est, comme on présentait, c'est mettre en valeur les caractéristiques uniques que chacun des usagers peut trouver avec les lieux et générer des emplacements stratégiques pour pouvoir reconnecter la personne qui veut travailler à un lieu spécifique avec son espace de travail. Par exemple, vous venez de parler des Paris et les quartiers latins. Aujourd'hui, par exemple, on voit, avec l'exemple de l'essai qu'on est en train de faire, qui est dans les écoles de commerce, il y a eu une situation de mettre en valeur l'espace dans lequel ces talents qu'on fait venir apprendre et à enseigner doivent entretenir
avec son espace quotidien. Et pour nous, l'architecture, c'est faire émerger cette sensation des relations entre notre vie courante de tous les jours et notre relation avec les lieux. Merci. Alors, je fais le relais aussi des personnes qui sont derrière leur écran. Et on a une question de Philippe Chibani qui vous pose une question, Frédéric Myriel. Il vous demande en tout cas de développer la question de la réorganisation des collectifs de travail en communauté. Et il demande si vous avez des exemples. Alors, sur la réorganisation en communauté, on commence à avoir effectivement dans les entreprises de plus en plus de questions sur ce sujet. Bon, les prémices ont été, je pense, aussi dans le sujet des équipes agiles, où on était dans ces sujets où on se reconfigurait beaucoup en fonction des projets, etc. Et c'est quelque chose qui est en train de voir le jour dans les entreprises. Je pense qu'on est vraiment aux prémices, donc on n'a pas vraiment d'entreprises qui sont allées jusqu'au bout de ce sujet de la communauté. Mais à travers toutes les entreprises qu'on côtoie, effectivement, on voit que se pose la question de l'équipe, en fait, et qui a été pas mal re-questionnée avec la période qu'on vit aujourd'hui, parce qu'en fait, on s'est beaucoup refermé sur son équipe. Surtout pendant le confinement, il s'agissait de survivre, enfin voilà, d'arriver à vivre en équipe. Et puis on a un peu oublié ce sujet de la transversalité. Il est énormément re-questionné aujourd'hui dans les entreprises. C'est comment, à travers le sujet de l'hybridation, on arrive à la fois à garder de la transversalité et garder ce sentiment d'appartenance à l'entreprise, etc. Donc il n'y a pas encore d'exemple, mais voilà, on sent là une tendance qui est en train de se dessiner. Et nous, c'est quelque chose qu'on questionne beaucoup dans les entreprises, de se dire finalement qu'est-ce qui est important pour vous. Est-ce que c'est l'équipe, l'organisation, enfin voilà, un mode de fonctionnement en organisation, ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qui va plutôt fonctionner par communauté? Voilà, et aujourd'hui, nous, chez Colliers, on est en pleine reconfiguration de nos locaux, parce que voilà, il fallait qu'on se re-questionne aussi, et on va dans ce sens-là, voilà, où on va apporter plutôt le sujet de la communauté. On est moins sur une organisation en fait par entité, mais plus finalement le territoire de l'équipe, il est tout petit, mais on a plutôt organisé nos espaces pour porter une collaboration transversale entre nous, puisque finalement la question aussi qu'on se pose beaucoup aujourd'hui, c'est pourquoi on vient dans l'entreprise. On vient dans l'entreprise pour se croiser, pour échanger, pour partager, pour transversaliser, parce que c'est ce qu'il y a finalement quelquefois de plus dur à faire. Vous disiez tout à l'heure, Elisabeth, que la création, elle se fait souvent là où on ne l'attend pas, et donc c'est pour ça qu'on vient dans l'entreprise. Donc c'est vraiment ce vers quoi on travaille beaucoup aujourd'hui. C'est vrai que les entreprises aujourd'hui se questionnent, elles ne sont pas encore toutes avancées, il n'y a pas encore d'exemple vraiment à proprement parler, mais c'est une tendance qu'on sent très fortement. Ça rejoint aussi en un sens les notions d'attractivité et la notion de la stratégie, et ça, Elisabeth, si vous souhaitez dire un mot là-dessus, vous l'avez déjà évoqué dans votre présentation. Ces questions-là, peut-être après on pourra évoquer aussi les aspects architecturaux, en quoi l'architecture peut participer à cette dynamique, cette volonté en tout cas d'attractivité pour les entreprises. Je ne sais pas si Mariano voulait... Marie-Caroline. Oui, la notion d'attractivité, évidemment, ça fait partie de ce qui structure aussi notre travail, puisque le lieu, les qualités extérieures et intérieures des lieux de travail représentent quand même l'entreprise. Donc, Elisabeth Laville, vous l'avez dit, c'est vrai qu'il ne s'agit pas seulement de donner une image de l'entreprise comme un objet de marketing, mais il s'agit de s'en servir comme un outil, d'avoir un lieu qui puisse être un outil à la fois pour attirer des talents et pour mieux faire fonctionner toute cette hybridation des savoirs, ces espaces de rencontres dont on a parlé, etc. Donc à Fontainebleau, le siège social de Picard ne présente sur sa façade aucun espace de bureau. Donc quand on rentre dans l'entrée principale sur la façade principale du bâtiment, on a un grand écran abstrait qui est un mur en béton lasuré abstrait avec un jeu de boîtes en bois, vous l'avez vu, qui ne sont que des espaces de convivialité. Donc il y a la cafette, il y a le hall traversant sur un grand patio, il y a des terrasses de détente.
Donc on ne présente pas le travail tout d'abord. Et le paysage de la forêt de Fontainebleau est visible tout autour et à travers le bâtiment puisqu'il est transparent. Et donc ce projet représente la volonté de l'entreprise Picard de renforcer la présence historique de son siège à Fontainebleau. Ça fait peut-être partie du scénario 3 de Frédéric Myriel d'accompagner un nouveau départ vers les territoires, où là il y a une présence qui est plus forte qu'elle n'était à l'origine à Fontainebleau. Et donc ça permet d'attirer des talents, notamment parisiens, qui peuvent être aussi intéressés par une qualité de vie au travail, aux abords de la forêt, dans un contexte qui est complètement différent. Un mot là-dessus, c'est vrai que sur la question de l'attractivité, alors on vit une période particulière parce que on voit, la question aujourd'hui, c'est pour une partie des gens qui sont en télétravail la plupart du temps, c'est comment, ce qui a été évoqué tout à l'heure, comment on les fait entre guillemets revenir au bureau. D'ailleurs, c'est intéressant déjà de poser la question comme ça. Je discutais l'autre jour avec un garçon qui a une agence dans le digital et qui lui n'a pas de bureau. Il a fait ce choix depuis un moment. Il a une vingtaine de salariés. Au motif que le digital permettait... Bon, il me disait, et en fait, il n'arrive pas à recruter les jeunes. Parce qu'en fait, ils ont quand même envie de se retrouver, d'aller boire des coups, pour caricaturer. Et les bureaux ne servent pas qu'à ça, mais ils servent aussi à ça. Et donc, c'est vrai que ça va poser... On va voir combien de temps ça dure, ce qui se passe après, comment ça évolue. Mais j'ai quand même l'impression que ça aura servi de point de bascule sur, le télétravail comme mode de travail, non pas principal, mais quasi, c'est possible. Y compris dans des... Moi, j'ai plein de clients dans la banque, etc., qui disent « Ah non, c'est pas possible ». Ouais, ils ont mis 80% de leurs équipes en télétravail, donc il va bien se passer... Il y aura un avant et un après. Avant, c'était pas possible. Au demeurant, on a vu ça pendant la crise sur plein de choses. Des choses qui avaient l'air pas possibles, on s'est rendu compte qu'elles étaient tout à fait possibles. Bloquer les gens, mettre la moitié de l'humanité chez elles pendant un mois pour protéger les plus fragiles d'entre nous, les vieux, c'est possible en fait. Un mois avant, tout le monde disait non, c'est pas possible. Bon, on a vu des entreprises, je pense à Nike a développé des visières en 2 semaines entre le moment où ils se disent tiens on va développer une visière et le moment où elle est en production, en 2 semaines, alors que le temps de conception avec des matières qu'ils avaient déjà, alors que le temps de conception moyen chez Nike de n'importe quel produit c'était 18 mois. Donc avant. D'accord, donc il y a des choses qui n'étaient pas possibles, qui sont devenues possibles, un peu comme dans ce proverbe qui dit les gens qui ne veulent pas faire trouvent des excuses et les autres trouvent des moyens, quoi. Et donc, soudain, face à l'urgence, face à la nécessité, face à l'impérieuse, il y a des choses qui sont devenues possibles. Et donc la question, c'est, pour revenir à l'attractivité, c'est comment on fait évoluer les bureaux momentanément, et ça va être un autre sujet d'ailleurs, il faudra que ce soit agile, potentiellement réversible, flexible, etc. Puisqu'on ne sait pas, on est quand même dans un contexte de grande incertitude sur ce qui va se passer pendant, après, etc. Mais en tout cas, tout de suite, la question qui se pose, c'est comment on fait revenir les gens en respectant quand même, en leur faisant pas courir de risques sanitaires et en créant quand même du collectif. Et par ailleurs, le collectif se crée plus que dans les bureaux, il se crée ailleurs. Mais c'est vrai que ça rejoint d'autres sujets, nous, sur lesquels on travaille, qui est, par exemple, le sujet de la raison d'être de l'entreprise, en fait. Et comment on crée du commun? Et c'est quoi le commun que partagent les gens dans une entreprise? C'est le projet d'entreprise dans la raison d'être. En même temps, la raison d'être, si c'est juste du blabla, ça ne marche pas. Il faut que ce soit aussi une raison d'agir. Donc, il y a les actes. Et dans les actes que l'entreprise peut manifester... Ah oui, non, quand on parle, on a le droit de l'envie. C'est pas mal, en fait. C'est une bonne raison de reprendre la parole. Et donc... Voilà, comment on crée du commun, en fait, ça va être ça. Donc, il va y avoir des services, il va y avoir le fait que les bureaux soient un outil qui rend visible la stratégie, de qualité de vie au travail. Nous, par exemple, on avait des cours de yoga au bureau, des massages au bureau. Bon, on n'a plus vraiment tout le monde au bureau. Donc, on a mis une partie en ligne. Sur les massages, c'est compliqué, mais sur le yoga, c'est possible. On l'a mis plus souvent, on l'a mis en accès gratuit à tous. Enfin, il va falloir trouver d'autres façons de créer du commun dans les bureaux, pour faire revenir les gens, et hors des bureaux, pour quand même, quand ils ne sont pas là, maintenir cet état d'esprit commun. J'aimerais intervenir. Je ne sais pas si le microphone... Ça s'entend? Et j'aimerais revenir parce qu'il y a eu une chose qui m'est arrivée à partir que vous étiez en train de parler, et que si vous avez bien présenté 5 scénarios différents, on peut dire qu'aujourd'hui déjà, il y a ces 5 scénarios qui existent. Donc, ce qu'on peut voir avec l'intervention de Marika, votre intervention et les projets qu'on a présentés, c'est que l'attractivité des entreprises est liée d'une manière à la transformation sociale qu'on est en train de vivre, mais aussi avec la situation particulière de cette entreprise, de cet espace d'institution,
pour attirer des personnes qui vont travailler dedans. Et c'est très différent, les attirances qu'on peut trouver dans une situation urbaine à Buenos Aires, qui a été louée déjà par une entreprise qui fait l'intelligence artificielle et qui nécessite des espaces très particuliers de contact pour des personnes qui travaillent, que les désirs de contact et les désirs de vie qu'il y a une personne qui va aller à travailler à Fontainebleau, comme on a montré, ou laisser des plaisirs et représentativité qu'on peut avoir dans un bâtiment, dans un tissu parisien. Et donc, cette activité est très différente selon, d'une part, la nécessité et l'identité de l'entreprise, et d'autre part, l'emplacement stratégique de l'espace de travail. Il y a peut-être autre chose à quoi je pensais, qui est ce qu'on appelle, je crois, en architecture, les lignes de désir, qui sont le fait de, dans un contexte de grande incertitude, de laisser, de pas livrer, alors je ne sais pas comment les architectes à cette table réagiront à ça, mais l'idée de ne pas livrer un bâtiment fini, parce qu'en fait, la façon, comme on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, on ne sait pas non plus comment les gens vont se l'approprier, même si on essaie d'associer les usagers en amont pour que l'immeuble soit le plus fonctionnel possible, le plus utile possible, le plus plaisant possible, on ne sait pas. Et donc l'idée de livrer le bâtiment pas complètement fini sur certains aspects et de laisser les gens s'approprier et de voir comment ils l'utilisent en fait, et voir comment ils détournent l'utilisation de certains espaces. En urbanisme, les lignes de désir, ça désigne, comment dire, le fait que les usagers d'un parcours, par exemple, vous savez, il y a ça parfois, quand vous faites du vélo, vous avez des barrières en bois qui, normalement, bon, et ben hop, les gens passent de l'autre côté. Ou sur un campus, on a fait, l'architecte ou l'urbaniste avait fait un pavage, je sais pas quoi, qui faisait un angle droit, ben, les gens coupent, et au bout d'un moment, vous avez dans l'herbe la ligne du trajet. Et je me souviens avoir rencontré en Hollande une architecte qui avait fait un campus et qui avait dit, ben, en fait, on n'avait pas fait d'allée entre les bâtiments. Et on a laissé les gens voir comment... on a laissé le bâtiment servir quelques mois. Puis on a vu comment les gens circulaient, parce qu'en fait, ça dépendait aussi de qu'est-ce qu'ils faisaient dans les bâtiments, à quel rythme ils allaient d'un bâtiment à l'autre, etc. Et ils ont fait, en fait, les allées a posteriori en fonction de la façon dont les gens utilisaient le bâtiment. Et j'ai l'impression que dans le contexte actuel de grande incertitude, il faut aussi accepter de laisser cette espèce de marge de livrer un bâtiment qui n'est pas fini, en fait, complètement, ou qui est fini à 80-90%. Et le reste, ça sera fait avec les usagers, par les usagers et dans le temps aussi. C'est l'idée que peut-être la conception architecturale, elle n'est pas finie, elle se poursuit dans les premières années de l'exploitation du bâtiment. Marie-Caroline ? Oui, cette notion d'évolution dans le temps, elle est absolument centrale, notamment dans les bâtiments dans lesquels il y a des espaces tertiaires qui s'insèrent dans un programme plus vaste. Par exemple, quand on travaille dans des laboratoires ou dans une cité administrative même d'ailleurs, ou dans un hôpital encore plus, le moment où le chantier sera livré, donc c'est dans quelques années, on nous dit dès le début du programme, voilà, vous avez tel programme à rentrer dans le bâtiment. En revanche, on ne sait pas du tout quels seront les services qui seront existants ou qui auront évolué au moment de la livraison du bâtiment. Donc on doit travailler à la fois sur une standardisation des locaux de manière à permettre cette mutabilité. Et donc si un service ou un laboratoire de recherche a disparu, mais qu'un autre a doublé de surface, ils n'ont pas forcément les mêmes besoins. Donc il faut réussir à trouver le module standard qui permet d'accueillir le plus d'usages différents et en même temps permettre une évolutivité de l'espace aussi avec des moyens très simples dans le temps qui permettent cette évolution des usages. Merci Marie-Caroline. L'événement va toucher à sa fin. J'ai une question d'un journaliste qui est en ligne et je voulais... c'est peut-être la part. Voilà, on a une question sur place, donc je vous laisse. Non, en fait, Luc Le Châtelier, je travaille à Télérama, qui appartient au groupe Le Monde, et qui a déménagé le 13 mars dernier. Dommage, j'ai eu juste le temps d'aller chercher un carton et de rentrer chez moi pour télétravailler. Et donc je suis assez intéressé parce que j'ai entendu ce matin, effectivement, le télétravail
a ses limites. Le collectif est quand même vraiment important et boire des coups, c'est aussi assez important avec des collègues. Mais ce que je voulais surtout noter, c'est le bâtiment dans lequel nous avons déménagé, qui a été fait par une star internationale de l'architecture, Snohetta pour ne pas le nommer, et qui est un bâtiment où je trouve que les lignes de désir n'ont pas été respectées. C'est-à-dire que le problème aussi, c'est que le foncier à Paris est cher et que nous étions, je crois, au niveau du groupe 1500 salariés à mettre dans les locaux. Du coup, on a fait des poulets en batterie. Enfin, pour être clair, c'est de l'open space généralisé, avec tout un tas de très petites salles de réunion pour se retrouver à 3, 4, 5, 10, 15 peut-être. Et il n'y a pas de choses assez grandes. Et là, maintenant, on s'aperçoit avec la crise qu'on traverse, d'abord que les locaux sont vides, et un open space vide avec 10 personnes au lieu de 70, c'est désespérant. C'est désespérant parce qu'on entend tout. Et les salles de réunion sont trop petites puisqu'il faut diviser la jauge par 2. Du coup, on arrive à se réunir tout seul à peu près. Voilà. Et donc, ça pose la question. Puis il y a une troisième question qui se pose dans cet immeuble et que je trouve, c'est là où peut-être un des scénarios autoritaires serait peut-être pas mal, de donner des normes sur les bureaux et de dire il faut qu'on puisse aller dehors, il faut qu'il y ait des terrasses, il faut qu'on puisse regarder le ciel. Là, cet immeuble a une petite terrasse au 6e étage, au 7e étage, et la réglementation parisienne a fait qu'il faut la planter, cette terrasse, parce que sinon, c'est pas bien pour la biodiversité. Et du coup, on ne peut pas s'y tenir, il y a la place pour 70 personnes, alors qu'on est 1500 dans l'immeuble. Les fenêtres s'ouvrent, mais en oscillo battant, donc c'est pas très sympa. Et on a une double peau, alors qu'on a un des plus beaux paysages de Paris. Là, on voit tout Paris. On a la gare d'Austerlitz. Moi, de mon bureau, je vois le Sacré-Cœur. Sauf que je le vois au travers de plaques de verre un peu opaques, comme ça, qui gênent la vision. Et je trouve que la question ligne de désir, c'est dur, quoi, et que l'architecte a outrepassé ses droits, quoi. Et je ne sais pas comment dire ça, c'est une question ouverte, mais comment on peut faire pour être un peu plus gentil en matière d'aménagement du lieu de travail? Moi, j'aimerais prendre la parole en tant qu'architecte. Donc, et je vais mettre le masque. Et ce qu'on essaye de faire et ce qu'on a appris, c'est l'architecture doit pouvoir générer du plaisir. Quand on a vu le travail qu'on a fait à Bordeaux, le travail qu'on a fait à Fontainebleau, le travail qu'on a fait à Buenos Aires, c'est de générer du plaisir pour les personnes qui travaillent, de permettre à ces personnes d'avoir des échanges avec l'extérieur, de ne pas générer des sensations anxiogènes au milieu du travail. Qu'est-ce que c'est une sensation anxiogène? Avant, on pensait qu'on devait contrôler une fenêtre. Les bâtiments de Bordeaux, il est contrôlé par une centrale intelligente, mais chacun des usagers a la capacité d'interagir avec les bâtiments. Les bâtiments de Buenos Aires, qui est un peu sérigraphié, elle est complètement transparente. Et en plus, la personne ouvre les bâtiments, il interagit, il voit, il respire l'air qu'il veut. Il peut être dans son bureau, fermé, ouvrir complètement ses fenêtres, se protéger de l'extérieur, ouvrir la double peau. Et ce qu'on pense, c'est que c'est un petit peu la question du désir, non? Et on doit pouvoir exprimer nos désirs et satisfaire nos désirs quand on travaille. Et nous pensons que les Covid, c'est un phénomène qui a accentué cette situation. Mais tout bâtiment, et ce n'est pas seulement l'espace de travail, c'est les maisons, c'est les logements, ce sont les espaces pour la culture, des espaces pour l'enseignement, doit permettre l'interaction libre des personnes et les choix libres. Et nous concevons ces bâtiments pour permettre ces choix. Elisabeth Laville. Oui, peut-être juste une réaction. Enfin, en vous écoutant, je me disais, il y a un enjeu aussi qui dépasse même, j'ai l'impression, le rôle de l'architecte, qui est la question de l'animation et de comment on fait un lieu vivant. Parce que j'allais dire la dimension, le lieu techniquement, le bâtiment techniquement,
il est toujours imparfait, quelle que soit la star qu'il a conçue. Moi-même, j'ai travaillé pendant 5 ans dans un bâtiment conçu par Jean Nouvel, je pourrais vous en parler. Donc, au fond, alors il y a la question de la ligne de désir, c'est-à-dire est-ce que les usagers ont la capacité de s'approprier, de détourner le lieu, au fond, et de détourner certains espaces. Mais il y a aussi, je pense, et peut-être que les entreprises consacrent insuffisamment de moyens à ça. Nous, on travaille beaucoup avec un concept qu'un de nos partenaires australiens a développé, qui s'appelle le placemaking. C'est comment je fais un lieu vivant. Et en fait, c'est pas parce que j'ai un lieu beau, joliment posé dans un endroit éventuellement pas mal, qu'il est vivant. Et donc la question de comment on fait un lieu vivant où les gens ont envie d'être et de rester, par exemple, dans les espaces publics. Le placemaking, à l'origine, ça concerne surtout les espaces publics, genre les places, les centres commerciaux, les parcs, etc. Et on s'aperçoit que si on fait cette démarche-là d'animation du lieu pour refaire un lieu vivant, alors les gens restent, ce qui dans un centre commercial n'est pas inintéressant, 20-30% de plus ont envie de passer du temps là. Et ça suppose une démarche proactive pour remettre des espaces verts, pour en faire des lieux plus hybrides, des lieux où il y a à la fois des services de bien-être, des lieux où il y a de la culture, des lieux où il y a, qui sont aussi des lieux d'apprentissage, qui sont aussi des lieux de convivialité, de remettre, j'en sais rien, y compris de prendre la rue, de prendre possession d'autres espaces, de mettre de la street food, enfin, dans des parcs, etc. On voit bien comment ça peut se déployer. Et je renvoie par exemple au label Well pour les bureaux, qui regarde, ce qui est assez incongru finalement pour un label de bureau, qui regarde aussi qu'est-ce que mangent les gens à la cantine, par exemple, en considérant que c'est un lieu où les gens se nourrissent, un bureau. Donc, il doit y avoir une démarche. Si on est orienté qualité de vie au travail, il y a aussi une démarche sur qu'est-ce que mangent les gens. Et il regarde aussi, par exemple, si les bureaux permettent une activité physique pour ceux qui ont envie d'en faire, si ça incite plutôt à prendre l'escalier que l'ascenseur, etc., etc. Et donc, je pense que il y a vraiment la question il y a comment l'immeuble a été conçu, et ensuite il y a comment il est animé. Et je crois vraiment, a fortiori, dans cette période où si on veut faire revenir les gens au bureau, etc., que cette dimension de placemaking, qui peut s'inspirer de ce qui existe dans les espaces publics, doit vraiment être hyper développée aussi sur les espaces de travail. Et ça consiste pas juste à mettre des baby-foot et des M&M's. Ça, je partage 100%. J'ai juste 2 minutes parce que je sais que c'est la fin. Mais moi, ce que ça m'inspire aussi, c'est sur la notion de évolutivité à la fois de l'immeuble, du mobilier. Enfin, il y a quand même, parce qu'aujourd'hui, l'immobilier, c'est du long terme. Le mobilier, c'est des coûts extrêmement importants, etc. Et je pense qu'on a aussi un rôle tous de challenger ça pour que demain, effectivement, l'espace puisse se réadapter au fur et à mesure au fonctionnement réel, parce que c'est vrai qu'on essaye de le prévoir à l'avance, on essaye, mais on n'avait pas prévu cette crise. Donc aujourd'hui, elle challenge beaucoup de choses. Et effectivement, dans les projets que l'on a, nous, justement, aujourd'hui, c'est souvent... On recherche à faire quelque chose qui puisse évoluer dans le temps et évoluer facilement sans que ce soit des coûts monstrueux, sans que ça re-questionne tout l'immeuble, etc. Je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir sur, finalement, un immeuble, on le construit pour beaucoup d'années, mais comment est-ce qu'il va vivre dans le temps, y compris sur le mobilier. Le mobilier, aujourd'hui, c'est un coût souvent prohibitif. Comment est-ce qu'on peut faire des mobiliers qu'on peut renouveler plus souvent, sans pour autant, tout en respectant l'environnement. Enfin, voilà, il y a vraiment cette question de évolution, flexibilité, enfin, voilà, ce pouvoir s'adapter. On parle de la réversibilité des bâtiments. Enfin, voilà, c'est dans tout ça, c'est dans cette. Moi, je me souviendrai toujours de la réflexion d'un chef de projet qu'on a eu chez Airbus, qui était assez désarmé de voir comme un bâtiment était aussi peu souple, alors que eux, dans les avions, ils arrivaient à faire des avions qui seraient réorganisés aussi facilement qu'ils le souhaitaient. Et il nous a beaucoup challengé là-dessus, donc ça m'a toujours interpellée. Merci. Pour finir l'événement, je vais vous poser une dernière question qui a été posée par Christine Muris de Objectif Grand Paris. Elle s'interroge sur la manière dont la crise a exacerbé toutes les évolutions dont vous avez parlé. Et donc ça s'adresse à vous trois. Je peux peut-être commencer. Ce que ça a exacerbé, c'est clair, c'était quelque chose qu'on entendait beaucoup aujourd'hui. C'est effectivement le fait de pouvoir mixer à la fois de la relation en présence et de la relation à distance. Ça, il me semble que ça va durer.
beaucoup d'entreprises, enfin beaucoup de gens nous disent aujourd'hui, en fait, finalement, le confinement, c'était facile. On était tous à distance, voilà, ils ne se posaient pas de questions, etc. Aujourd'hui, cette mixité de localisation re-questionne complètement, enfin, tous les modes de fonctionnement, l'équipement des salles, l'équipement des bureaux, la façon dont vous les organisez. Enfin, je pense que vraiment, ça a été une prise de conscience qui existait déjà, mais voilà, on ne voulait pas la regarder, en fait, puisqu'il y avait déjà des gens qui faisaient du télétravail. Mais on leur disait, oh, bah, tu es en télétravail, tu ne participeras pas à la réunion. Ben, non, je suis en télétravail, c'est comme si j'étais là, en fait, normalement. Et donc ça, vraiment, je pense que ça a été une prise de conscience. Enfin, on sent que ça a exacerbé. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est très centré sur la réunion. Le sujet, il est bien autre. Il est comment est-ce qu'on vit, justement, en étant une partie là, une partie pas là. Et comment est-ce qu'on garde du lien, etc. C'est pas que le sujet de la réunion et de savoir si on va pouvoir participer ou pas à une réunion. Moi, j'ai l'impression, en fait, que au-delà, alors il y a clairement le sujet de soudain le télétravail est possible, y compris dans toutes les entreprises ou dans tous les secteurs qui disent ah ben non, chez nous c'est pas possible, et ça demande beaucoup d'adaptation des méthodes managériales hein, et des managers en fait aussi. Mais si je passe ce truc-là, j'ai l'impression que la crise elle a aussi servi d'accélérateur sur plein d'autres choses qui sont indirectement liées au bureau. Par exemple, la mobilité douce. Bon, si tous les salariés viennent en vélo, moi, je ne sais pas, nous, on est 50, j'en ai 3 qui me mettent les vélos au bureau. D'accord ? Donc là, ça va parce qu'on est en équipe, c'est pareil. Le jour où il y a les 50 qui viennent, mettons qu'il y en ait 2 fois plus maintenant qui viennent en vélo, ils se sont achetés en plus des vélos, maintenant même des vélos électriques un peu chers, donc on n'a pas envie de se faire piquer dans la rue, donc on ne gare pas dans la rue. Nous, on a essayé avec la ville de Paris de demander un parking à vélo, ça ne s'est pas fait. Bon, il y a des questions comme ça qui se posent vraiment aux entreprises, sans parler de la douche, hein, que les salariés qui viennent de loin en vélo, maintenant qu'on peut venir de loin en vélo, peuvent demander, etc. Donc il y a une transition sur ce sujet-là. Et là aussi, je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Et d'ailleurs, par parenthèse, c'est très bon pour la santé. Donc comme par ailleurs, les entreprises ont des politiques sport au travail, autant que les salariés viennent effectivement à pied, en vélo, et encourager ça le plus possible. Donc ça va changer l'espace de travail. Ça va changer ce que j'évoquais tout à l'heure autour du placemaking. Il va falloir créer du commun autrement, pour des gens qui sont la plupart du temps pas ensemble ou une partie du temps pas ensemble. Et ça va demander en présentiel et en virtuel d'autres façons de créer du commun autour de la raison d'être de l'entreprise, mais pas que. Donc des pratiques collectives qui sont différentes. Et puisque la crise a changé aussi, on a vu déjà, ça nous a sensibilisés aux besoins de résilience, qu'on soit tous hyper résilients. Parce qu'à nouveau, on voit qu'on est confronté à des situations que personne ne pensait possibles. Donc ça, sur les bâtiments, mais pas que, sur nos modes de vie, etc., ça renvoie à... ayons pas trop de certitude sur oui, c'est sûr, les choses seront comme ça dans 10 ans, parce qu'en fait, si ça se trouve, elles sont très différentes dans 6 mois. Et donc, comment on a cette flexibilité dans les entreprises, dans leur organisation, dans un peu moins de certitude et plus de souplesse, d'agilité, etc. Et puis, un autre point sur lequel la crise a changé des choses, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'ancrage local des bâtiments en général, d'ailleurs, et des entreprises aussi, c'est cette question de la relocalisation. C'est puisqu'on était enfermés dans nos immeubles, dans nos quartiers, etc., la question de comment je suis connecté à mon environnement immédiat, aux artisans, aux commerçants, aux restaurants, aux bars de mon environnement immédiat, reprend de l'importance. Et donc cette question-là, ça se pose dans les bureaux, mais aussi pour les entreprises. Donc je pense que c'est vraiment plein de sujets sur lesquels la crise a... vous savez, moi, j'ai pas mal travaillé l'an dernier sur la question du point de bascule, parce qu'on a toujours l'impression qu'en fait, les choses sont sur le point de basculer quand le comportement, entre guillemets, alternatif dépasse 50%. En fait, pas du tout. Les gens qui ont travaillé là-dessus montrent que le point de bascule, il est quand la pratique alternative représente à peu près 10% de la population globale. À ce moment-là, vous changez la norme sociale, et à ce moment-là, la minorité active peut entraîner la majorité silencieuse. Et donc, la crise a fait, à mon avis, on le verra avec le recul, c'est assez compliqué de le voir maintenant, mais aura joué ce rôle-là sur tous ces sujets de relocalisation, de mobilité douce, évidemment de télétravail, de placemaking, etc. Mariano ? Oui, je partage. Et je pense que la crise a été un catalyseur et on a pu mettre en place des changements très rapides. Pour moi, il y a un paradoxe qui n'est pas résolu, que c'est une pensée progressiste en travail,
nous amener à dire que l'amélioration des contacts, du travail est liée au contact. L'amélioration du lieu de travail est liée à générer des frictions. L'amélioration du lieu de travail est liée à générer la place de rencontre. Et ce que la crise produit, c'est l'association entre rencontre et contamination. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est peut-être la variable qu'on doit résoudre pour gérer cette crise en vie-travail. Mais bon, je pense qu'on fait notre mieux, non? Merci à tous. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Donc Elisabeth Laville, Mariano Efron, Frédéric Myriel, mais également Marie-Caroline Pio, les journalistes qui ont pu se déplacer et les journalistes présents également sur Zoom et les personnes qui nous ont suivis sur Facebook et YouTube. Merci à tous.